Les vrais faux retours des Kabila, selon RFI.fr. Les gouvernements congolais durcissent le temps contre l'ancien président Joseph Kabila et ses proches. Après l'annonce de la suspension des activités de son parti, les PPRD sur toute l'étendue du territoire national, plusieurs arrêtés ministériels ont été pris. Selon les médias français, des procédures sont en cours pour aller plus loin avec les conséquences sur les biens, les comptes bancaires et la liberté de circulation de plusieurs personnalités politiques. Mais le PPRD nous fait savoir, 7 sur 7.cd a rejeté hier lundi les accusations portées contre son parti et son leader Joseph Kabila après la suspension de ses activités par le ministre de l'Intérieur. Dans une correspondance adressée au ministre de l'Intérieur, le PPRD dit ne pas avoir son président national à la tête d'un mouvement insurrectionnel. Il estime que cette ambiguïté alléguée est aussi bien subjective qu'arbitraire. Pendant ces temps, les avocats du PPRD saisissent plutôt les VPM de l'intérieur pour rapporter sa décision de suspension des activités du parti cher à Joseph Kabila. Kabange pour ses avocats, relayé par Actu 30.cd, le fait mis à charge du PPRD et de son président étant faux, retrouvé et n'existant que dans l'imaginaire. Par ailleurs, ces avocats estiment que la décision du VPM de l'intérieur met davantage en mal la cohésion nationale. Entre-temps, l'observateur de la défense publique lance un appel à un dialogue direct, sincère et apaisé entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Dans un communiqué parvenu hier lundi à l'opinion.cd, l'ODEP fait remarquer que ce dialogue doit être placé sous les respects mutuels et intérêts supérieurs de la nation. Au sujet des négociations entre le gouvernement et les M23 Doha, la prospérité annonce des signaux positifs sur les terrains. Et en plus du cessez-le-feu, il y a les désengagements des agresseurs dans certaines localités de l'Est de la RDC. Boukangalonzo, pour terminer, le député national Augustin Matata Ponyo a décidé d'arrêter ses comparaisons devant la Cour constitutionnelle où il est poursuivi. Dans une correspondance adressée au président de la Cour constitutionnelle, rapporte Actualité.cd, s'est procuré une copie. Le président du LGD a rappelé la position prise par l'Assemblée nationale à travers son président concernant les poursuites engagées contre un parlementaire. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans Grande Tribune. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Maître Martin Milolo, analyste politique, chercheur en droit. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Maître, bienvenue. Merci Daniel et bonjour aux compatriotes sur le plateau. Et je suis honoré de pouvoir échanger autour de cette question et merci encore une fois pour l'invitation. Merci beaucoup. Maître Yannick Vumbi, cadre de l'Union Sacrée, il est avec nous. Maître, bienvenue. Merci beaucoup, cher Daniel, de l'invitation. Je salue les co-débatteurs, je salue les Congolais qui vont devoir nous suivre. Vous faites bien de m'associer à cet échange républicain. Vous savez, moi j'aime ces débats de qualité qui ne tournent pas autour des individus, mais plutôt autour des idées, parce que du choc des idées jaillit effectivement la lumière. Les esprits faibles discutent sur les individus, les esprits moyens sur les événements, mais les esprits forts discutent sur les idées. J'ai juste un petit biscuit, je ne sais pas si je peux directement. On va y revenir. Alors, il est avec nous également Maître Joël Nomba, analyste politique indépendant. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup, très cher Daniel. Le plaisir est pour moi de repartager encore le plateau de Commonbeuse. Également, je salue mes co-débatteurs ici sur place. Je salue tout le peuple congolais qui nous suivra de partout ailleurs, y compris ceux qui sont dans la partie occupée par le rebelle du M23, AFC et l'armée rwandaise. Nous annoncerons notre thématique. Avant cela, nous laissons quelques minutes à nos invités. S'il y a une information qu'ils veulent bien sûr partager avec nous. Maître, vous avez la parole dans 10 minutes. Merci. Cher ami, je voudrais ici interpeller
le ministre des Finances, M. Doudou Fwamba, de pouvoir bien faire son travail. Lorsqu'il a pris ses fonctions, il a dit Urbi et Orbi qu'il va devoir commencer à payer les agents fonctionnaires de l'État. En fait, le dernier fonctionnaire aura son salaire le 28 de chaque mois. Ce qui n'est pas le cas malheureusement. Plusieurs fonctionnaires m'ont appelé, plusieurs agents publics de l'État m'ont appelé pour dire aujourd'hui ils sont payés les 45e, 46e, même 50e jour. C'est inacceptable. Je sais que vous comprenez ces langages-là, les 45e, 46e. Et les gens souffrent comme pas possible. Vous savez qu'ils n'ont pas déjà un salaire, allez, je vais dire, trop décent. Certains commencent à avoir des problèmes avec leurs bailleurs, des problèmes avec les femmes, tout simplement parce qu'ils ne respectent pas la régularité. C'est inacceptable. S'il y a des problèmes, il doit communiquer. Beaucoup plus grave, là où je constate qu'il peut y avoir un problème d'incompétence, beaucoup plus grave. Aujourd'hui, plus de 90% des établissements publics n'ont plus de fonds de fonctionnement ou ne reçoivent plus de fonds de fonctionnement. Mais c'est impossible. Il y a même un ministre qui m'avait dit, même certains ministres ou certains ministères ne perçoivent plus les frais de fonctionnement. Mais comment la République va fonctionner? C'est lui, l'argentier national. Mais je vois une communication autour de lui. Mais à l'intérieur, il y a un vide. Beaucoup de gens viennent parler, beaucoup de gens viennent dire il a fait ceci, mais dans les concrets, il n'y a rien. Et quand je passe comme ça, j'étais dans une autre chaîne pour les dénoncer. Quelqu'un m'a appelé pour me dire non, maître, il y a mais tu as attaquer ministre. Non, attendez, tout le monde n'est pas pareil. Vous allez me donner combien? Alors qu'il y a des gens qui souffrent. Et moi, je ne roule pas non plus pour l'ancien ministre, parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a dit, l'ancien ministre Nicolas Kazadi, je ne roule pas pour lui. Je suis en train de dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que les agents sont payés en retard, oui ou non? Oui. Est-ce que les établissements publics, les ministères ne perçoivent plus les frais de fonctionnement, oui ou non? Oui. Vous avez entendu, vous avez ici suivi le président de l'Assemblée nationale. Une grande institution comme celle-ci réclamait devant tout le monde qu'il ne perçoit plus les frais de fonctionnement. C'est un problème. Mais je l'ai dit, s'il est en train de connaître du problème, il n'a qu'à communiquer, expliquer. Les agents publics ne sont pas des idiots. Ils doivent comprendre. Et ils vont comprendre. Mais lui, il ne communique pas. Tout ce qu'il sait faire, c'est envoyer les communicateurs en masse, qu'il donne 200, 300, 500, 1000 $, pour qu'ils parlent en son nom. Alors qu'au fond, il ne fait rien. Je condamne ce genre de choses. Moi, vous ne me verrez jamais venir ici défendre un lié aux efforts de guerre. Je l'ai dit. Si tel est le cas, il faut communiquer. Il faut communiquer la communication. Pourquoi lui, il communique seulement pour ses avantages, mais il ne communique. Mon cher, c'est un peu plus de 400, 500, et même 1 million de travailleurs. Déjà, si vous prenez dans les secteurs de la sécurité, c'est plus de 500 000 personnes. Les militaires, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore reçu les messages. Nous sommes le 22. Vous imaginez? Si déjà à Kinshasa, les gens perçoivent le 45e jour, vous imaginez à l'intérieur? Non, monsieur le ministre, vous devez changer. Parce que moi, je n'ai plus d'autre choix que de demander votre démission. Si vous ne démissionnez pas, je demande... Exactement, si je ne démissionne pas, je demande au président de la République, dans les prochains gouvernements, qu'il ne puisse pas les récupérer parce qu'il ne fait rien. Il est en train de salir l'image de la République, l'image du président de la République, l'image de l'Union sacrée. Malheureusement, je les dénonce. Merci. Maître Joël. Merci beaucoup. Je profite par ce micro parce qu'il n'y a pas longtemps que j'ai appris que c'est depuis que le chef de l'État avait fait une promesse de manière publique en Bujumaï pour le lancement ou encore le relancement de la MIBA. Et le chef de l'État y a promettre 50 millions de $. Et moi, je suis écœuré et bailli lorsque j'apprends encore hier que rien n'est fait. Il n'y a même pas un 10 francs, même pas $1 déboursé dans les comptes de la MIBA pour justement relancer la MIBA. Et je me pose des questions. Est-ce que le chef de l'État a pris le temps d'analyser ce qu'il avait dit en donnant la promesse de 50 millions de $? C'était une façon de plaire à la population et c'était une façon de séduire sa population pour qu'il soit élu. Et si ce n'est pas le cas, que le chef de l'État se mette au travail, qu'on puisse débourser les 50 millions de $ et aussi qu'on puisse regarder le problème de l'assassin en Bujumaï. En Bujumaï aujourd'hui,
il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau potable, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien. Et la population vit, ça veut dire il se débrouille pour vivre. Et donc le chef de l'État doit devoir faire quelque chose beaucoup plus concentré pour maintenir. Cher Joël, souffrez. On doit aussi préserver le travail ou encore les emplois existants. Parce que le chef de l'État avait parlé de la création des emplois. Mais on ne peut pas créer les emplois si les emplois existants sont menacés. Et donc le chef de l'État aussi, le membre du gouvernement également, le chef du gouvernement, ils doivent faire quelque chose pour préserver les emplois existants des travailleurs de la SACIM, également pour la relance effective de la MIBA, qui du reste, le député national Alphonse Ngoï Kassaji a plaidé plus de 4 ans pour justement la relance de la MIBA, mais jusqu'à maintenant, moi ça me fait mal de voir le chef de l'État qui promet et au finish, rien n'est fait. Et donc j'exhorte le gouvernement, également le chef du gouvernement, à s'investir sur la question de la MIBA, que la MIBA soit relancée de manière effective pour éviter surtout l'exode rural. Ok. Merci beaucoup, Maître Martin. Oui, merci. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais deux petits points. C'est d'abord la question de l'avenant 5 au contrat chinois. C'est cet avenant que nous avons eu à dénoncer depuis sa signature le 24 mars 2024. Et aujourd'hui, une année après, rien ne semble évoluer dans la bonne direction parce que cet avenant a fait perdre à la République démocratique du Congo plus de 187 milliards de dollars en termes de la légitimation des pertes et dommages et la sous-évaluation des actifs miniers mis dans cette collaboration par l'État congolais à travers la GECAMIN. Okay. Et cet avenant continue à maintenir les déséquilibres dans le capital de la SICOMIN, soit 68% pour les entreprises chinoises, les GEC, et 32% pour l'État congolais à travers la GECAMIN, encore que les 32% ont été rachetés par les Chinois à travers un prêt hypothétique qui a été révélé notamment par le rapport de l'UTIE de l'UGF. Bref, nous demandons donc la révision ou la suppression de cet avenant pour qu'on puisse aller vers une autre négociation, vers un autre avenant qui va remettre la République démocratique du Congo dans ses droits, mais aussi demander à ce que la somme de 28 millions de dollars perçue ou demandée par l'UGF à la SICOMIN pour donner aux négociateurs congolais qui étaient en fait des experts des ministères qui sont payés par l'État et qui ont participé aux réunions de renégociation du contrat chinois qui aboutit à l'avenant 5. Dans le cadre de l'émission, ils n'avaient pas à percevoir l'argent qui revenait aux infrastructures pour se distribuer comme prime de renégociation. Donc nous demandons que la somme de 28 millions de dollars déboursée par la SICOMIN en faveur des négociateurs congolais puisse en tout cas être restitué parce que cet argent énerve, ces faits énervent les codes d'éthique de l'agent public. Et pour finir, je voudrais aussi relever le comportement du ministère de Finances, aussi sur la question de la réquisition des 100 millions de dollars du fonds minier pour les générations futures. Okay. Il y a une cacophonie autour de cet argent. Lorsque vous êtes du côté du ministère des Finances, on vous dit que la Banque centrale a émis des obligations auxquelles le fonds minier a souscrit et il s'agit d'un prêt, alors qu'il y a une lettre du directeur de cabinet du président de la République et une instruction du ministre des Finances intimant l'ordre aux responsables de fonds miniers pour les générations futures de pouvoir verser cet argent à la Banque centrale, alors que le fonds minier pour les générations futures est un fonds souverain qui ne doit pas être considéré comme la caisse pour les passagers au pouvoir. Donc nous demandons
la restitution de cet argent de générations futures et l'annulation du protocole qui a eu entre le ministère des Finances et les FOMIN pour que cet argent serve pour les choses pour lesquelles il a été collecté. Merci beaucoup. Parce que Maître était en train également de parler de ministre des Finances. Vous l'avez également insisté. Permettez-moi de lire ces messages qui viennent de nous être envoyés. Nous sommes là-bas toujours dans les cadres de la gestion de recettes non fiscales du Lualaba, grâce à la rigueur et au leadership du directeur provincial, M. Georges Tchatamboj, une nouvelle dynamique s'est installée au sein de cette administration non fiscale chargée de la collecte des taxes, redevances et des droits revenant à la province du Lualaba. Sous son impulsion, les agents de la DERNOFLU observent avec discipline le respect strict des horreurs des services et l'implication fidèle de procédures fiscales. Cette rigueur érigée en mode de gestion a permis d'instaurer un climat de travail plus efficace et plus respectueux des taxes. Les effets sont visibles. Les Sajustetis expriment leur satisfaction face à la ponctualité, à l'accueil et à la célérité dans les traitements de leurs dossiers fiscaux. Le respect des procédures fiscales est devenu une priorité partagée, renforçant ainsi l'image d'une administration sérieuse et crédible. Merci à vous, cher Kodo Walamini, pour toutes ces précisions dans la gestion et la collecte, tout ce qui a comme recette fiscale. Nous sommes au là-bas. Alors, Maître Yannick, Matata Pognon suspend sa participation suite à une lettre qu'il a adressée à la Cour constitutionnelle. Vous êtes avocat, mais l'opinion veut savoir. Qu'est-ce qui va se passer, maître? Bon, merci pour la question. Je crois que je vais répondre comme un analyste politique. Vous avez pratiquement 3 minutes, allez-y. Chacun aura... Comme un analyste politique, pas vraiment comme un avocat, parce qu'il y a des règles déontologiques à observer. J'ai suivi, sinon j'ai lu la déclaration de l'honorable Matata. Du point de vue des droits, ça n'a aucun sens. Et ça ne représente rien, ça n'engage pas l'Assemblée nationale, moins encore la Cour constitutionnelle. Mais au niveau de la forme, je note quand même la stratégie de la défense Matata, depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, c'est de tout faire pour bloquer l'affaire au niveau de la forme. Parce qu'en droit, la forme tient le fond en état. Très bien. Alors, mais toutes les stratégies développées visiblement, au jour d'aujourd'hui, au niveau de la forme, semblent être dépassées. Et je serai probablement dans l'équipe de la défense de M. Matata, je ne les conseillerais pas de faire ça. Parce que les droits a ses principes. Et les droits a presque tout prévu. Donc, le fait pour lui de ne pas aller, ça ne va pas empêcher la Cour de continuer. Mais il évoque une autre notion fondamentale du droit parlementaire. Vous savez, moi je suis chercheur en droit parlementaire. Sur la levée des immunités. J'ai plus d'une fois expliqué. C'est regrettable que les parlementaires, il a même induit le président de l'Assemblée nationale en erreur. Et c'est regrettable. À ce niveau de responsabilité, je l'ai dit, pas plus loin que chez nous ici, au Cameroun, il y a un droit parlementaire camerounais. Ça va faire maintenant 4 législatures que la plupart de nos parlementaires ne connaissent pas les droits parlementaires. On ne l'enseigne presque pas. Si vous êtes élu député, vous avez ces cours de la légistique, comment légiférer, point bas. Mais ce n'est qu'une petite partie du droit parlementaire. Il faut aller vers le droit parlementaire pour expliquer les choses. Pour un député, avant d'arriver à la levée des immunités, il y a d'abord l'autorisation de poursuite. Si le bureau ou l'Assemblée plénière estime qu'on doit entendre un député, on autorise qu'il soit entendu. Une fois entendu, si le procureur estime
qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, il vient cette fois-là solliciter la levée des immunités. Ce qui a été fait à l'époque, Matata Ponyo était Premier ministre, sénateur. Alors, la procédure, sinon, les poursuites ont été déjà déclenchées. Ok. Plus rien ne peut l'arrêter. Plus rien, sauf la mort. Sauf la mort de la personne poursuivie en droit parlementaire. Ici, l'idée, c'est quoi? C'est que les immunités, les privilèges de juridiction, les principes de l'inviolabilité ne puissent pas constituer un frein à la bonne administration de la justice. Voilà pourquoi on dit, une fois levé, plus rien ne peut l'arrêter jusqu'à ce que l'affaire sera clôturée. Et au jour d'aujourd'hui, l'affaire Bokanga Lonzo... changement de la législature. Effectivement, il y a eu changement de législative. Exactement. Il y a eu changement de législative, mais le procès n'a jamais été arrêté. Le procès continue. Vous m'avez donné 3 minutes, je n'ai pas encore terminé 3 minutes. Je chute pour dire que les Congolais ne soient pas surpris. Ils risquent d'être condamnés par défaut. C'est une procédure légale. Ils risquent d'être condamnés par défaut. Or, avec l'intelligence que moi je connais de Matata, la défense que je vois, ils peuvent bien faire la chose, tous réunis. La crainte est à quel niveau? Matata, pourquoi il ne veut pas... Je vous ai dit, la stratégie, c'est de bloquer l'affaire au niveau du fond, au niveau de la forme. Mais il ne veut pas, malheureusement, il ne veut pas que les Congolais connaissent la vérité, malheureusement. Et donc, je crois, il a tout intérêt d'y aller parce que la machine ne va pas s'arrêter. Les droits sera dit. Et malheureusement, ça sera à sa défaveur parce qu'il ne sera pas présent, moins encore représenté. C'est le point de vue du ministère public qui va visiblement prévaloir. Et la Cour n'aura pas d'autre choix que de le condamner par défaut à ce moment-là. Il n'aura plus le droit de recours. Le jugement sera exécuté. Il ira en prison. Merci beaucoup, maître. Alors, maître Joël, votre analyse par rapport à ce débat, un procès politique ou légal ou judiciaire, comme on veut bien le dire. Matata Ponyo a toujours accusé d'avoir une main politique derrière tout ce qui est derrière lui. Alors, moi, je lui donne, lorsque j'écoute les gens dire, écoutez, les procès Matata est un procès politique non plus. Le procès Matata, ce n'est pas un procès politique, mais c'est un procès qui existe sur le fait réel. Et donc, Matata Ponyo, à son époque, Premier ministre de son État, il aurait perçu l'argent de Bokanga Lonzo, bien sûr, mais ici, les gens doivent comprendre que la levée des immunités qui s'est effectuée en 2021 et la processus avait commencé, ou encore la procédure avait débuté en 2021, et il n'y a jamais eu suspension, on n'a jamais suspendu la procédure continue. Les gens font de confusion lorsqu'il y a changement de législature et la continuité de la procédure. Et donc, Matata Ponyo, professeur de son état qu'il est, moi je lui conseillerais de venir se présenter devant la Cour constitutionnelle, de peur, comme le disait Maître Yannick, maintenant même, de peur qu'il ne soit condamné par défaut. Et donc, Matata Ponyo, avec ses avocats, le professeur Nyadurungu, les pertinents professeurs, je lui conseillerais également, parce que c'est lui qui nous a appris le droit pénal à l'université. Aujourd'hui, je prends le courage de conseiller le professeur à dire ou encore à conseiller utilement son client et qu'il se présente devant la Cour constitutionnelle. Et je crois qu'ils vont également bien se défendre. Mais s'ils ne se défendent pas bien et que si le ministère public arrive à prouver réellement que les indices seraient de culpabilité existent bel et bien, eh bien, nous allons laisser la place à la loi. La loi doit s'appliquer. Peu importe les statuts, ce n'est pas parce que vous êtes dans l'opposition que vous êtes couvert maintenant des immunités de poursuite. Les gens pensent que c'est parce que Matata Ponyo n'est pas dans l'union sacrée qu'il est poursuivi, non plus. Les gens doivent déjà éléguer ça dans leur tête. Matata Ponyo est poursuivi sur des faits réels, mais qui seront prouvés par la Cour constitutionnelle et le ministère public. Mais lorsque le ministère public prouvera également que Matata Ponyo avait ou encore aurait détourné le bien de la République, pourquoi pas aussi faire la prison? Mais c'est ça aussi la sanction. C'est ça aussi l'état de droit. L'état de droit, ça veut dire tu es de l'opposition, tu es du pouvoir, tu as détourné le bien de la République. Assume-toi que la loi s'abat sur toi et c'est comme ça que ça passe. Attendons voir, Maître Martin.
Oui, bon, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, mais d'abord, je vois la chose à deux niveaux. Au niveau de la défense ou de celui qui est poursuivi, et vis-à-vis de la cour. Parce que la cour elle-même ne doit pas siéger. Et je pense que je peux même commencer par là. La composition qui aujourd'hui est en train de connaître le dossier Matata en 2025 est une composition irrégulière parce que il y a en tout cas au moins un membre qui n'a plus qualité de siéger à la cour et qui devrait être remplacé depuis le mois de février parce que ayant été fin mandat, et de ce fait la cour n'est pas à mesure de pouvoir connaître ces dossiers-là. C'est aussi ça la rigueur de la loi et des règles de droit que la cour elle-même devrait suivre. Mais du point de vue de Matata, je pense qu'il y a lieu à clarifier les choses. Matata est poursuivi pour des faits commis pendant qu'il était en fonction comme Premier ministre. Et aujourd'hui, pendant qu'il est poursuivi, il n'est plus Premier ministre, il est autre chose, parlementaire. Alors, à ce stade, je pense que le débat sur la procédure à suivre sur la mise en accusation, qui est réclamée pour la partie, pour ces conseils qui réclament de passer par la procédure de l'article 166 qui exige l'autorisation du Congrès pour la mise en accusation, et d'autres au niveau du ministère public près la Cour qui s'attache sur la procédure parlementaire visant à s'adresser à la chambre à laquelle appartient le poursuivi pour Je pense que les deux sont à côté parce que cette procédure rentre dans le cadre des privilèges de poursuite. Or, le privilège de poursuite vise à protéger la fonction et non l'individu. Dès lors que la fonction a déjà pris fin, le privilège de poursuite s'arrête. Par contre, s'il y a donc lié à s'attacher, à poursuivre la personne pour le fait commis, on peut maintenir ou s'attacher au privilège de juridiction parce que les faits sont individuels et au nom du principe de cristallisation des faits, ce qui veut dire que l'infraction se cristallise au moment où vous la commettez et non au moment où on vous poursuit. Et donc là, on peut donc reconnaître la compétence du juge constitutionnel de poursuivre ce monsieur sans passer par toute autre procédure pour la mise en accusation. Parce que ces privilèges-là sont déjà arrêtés avec la fin de sa mission en tant que Premier ministre. Et donc, il peut être poursuivi sans qu'il ait s'adresser à quoi que ce soit. Donc, ce que réclame le président de l'Assemblée nationale, j'espère qu'il y aura ces conseillers juridiques qui vont le révéler ces choses, mais il a aussi la possibilité de suivre cette émission pour remettre les choses dans leur truc. Et même au niveau du ministère public, même au niveau du ministère, tous les actes posés par le ministère public pour avoir l'autorisation de poursuivre sont des actes inutiles et inexistants parce que ça n'a rien à voir avec cela. Maintenant, il y a le cas sur... oui, je chute sur la lettre du prévenu Matata adressée à la Cour. Je ne sais pas ce que la valeur de cette lettre en droit, parce que tous les acts qu'on pose doivent être qualifiés. Je ne sais pas.
Mais en tout cas, en tout état de cause, à ce stade, il n'appartient pas à Matata d'apprécier sa comparution ou sa non-comparution. Parce que la comparution en justice est réglementée par des règles de procédure. Si ces règles-là sont respectées ou si elles ne sont pas respectées, il y a des actes qu'il faut... et donc, il y a des conséquences à tirer. Mais dans le cas d'espèce, en tout cas, il n'est pas en droit de pouvoir... En tout cas, de sa propre initiative, dire non, voilà, vous n'avez pas respecté ceci, vous n'avez pas respecté cela, et je ne veux pas comparer. En tout cas, je me réserve sur ce plan-là, mais je reviens pour dire que la Cour elle-même, bien qu'elle soit compétente pour connaître, elle n'est pas régulière, sa composition aujourd'hui n'est pas régulière pour siéger valablement sans le remplacement du président de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, Maître Martin. Maître, j'étais en train de vous voir en train de noter, soufflez, vous aurez la parole. Alors, la thématique aujourd'hui, c'est les vrais faux retours de Joseph Kabila. Des activités de son parti politique a été suspendues. L'opinion ne comprend plus rien. Je voudrais ici qu'on essaie un peu d'en parler. Alors, je voudrais accorder la parole à Maître. Maître, vous avez 4 minutes de nous analyser un peu cette question. Oui ou non, Joseph Kabila est à Goma et les conséquences de sa présence et qu'est-ce que le pouvoir doit normalement faire au lieu de nous laisser dans des flous? Bon, merci. Je prenais note parce que mon ami a dit, en fait, nous avons presque parlé le même langage. Il a dit les bons droits. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est un seul point, lorsqu'il dit, même à l'époque, les actes que posait le ministère public étaient inutiles. Non. À l'époque, Matata, c'est vrai, il était poursuivi comme un ancien premier ministre, mais il était sénateur. Donc, de ce fait, les actes de procédure, en fait, les droits parlementaires, il est essentiellement procédural. On ne pouvait pas l'arrêter sans solliciter l'autorisation de poursuite, la levée des immunités. Donc, les procureurs étaient en droit de le faire. Mais pour le reste, je partage votre avis très respectable, même de mon confrère. Je crois que le débat à un niveau que j'apprécie beaucoup. Alors, si la question de Joseph Kabila, je vais faire un effort de redescendre pour que les gens comprennent. Si vous analysez la question relative à l'ancien président Joseph Kabila sous un seul angle, juridique ou judiciaire, vous faites fausse route. Il faut prendre 3 volets. Le premier volet, c'est le volet sécuritaire. Très bien. Deuxième volet, c'est le volet politique. Le troisième volet, c'est le volet juridique ou judiciaire. La politique tient les droits en état. Mais beaucoup plus grave, la sécurité tient la politique et les droits en état. Il n'y a pas ici un conflit immobilier. Ici, il y a des soupçons graves si la personne de Joseph Kabila, qui serait, ou qui est, selon le président de la République, le numéro 1 de l'AFC. À l'époque, c'était déjà une accusation très grave. En principe, les services devaient déjà ouvrir une enquête lorsque le premier citoyen de la République avait dit ça. Parce que le président de la République ne dit pas des choses en vain. Alors, je parlais ce matin avec un ami, confrère avocat à Goma. Il me dit, mon cher, ici, il n'y a plus le droit. À Goma. Rien ne fonctionne, les tribunaux ne fonctionnent pas, les magistrats ne font rien. Ici, vraiment, c'est la jungle. Et j'ai compris pourquoi nous voulons tous la paix. Pourquoi nous voulons tous la paix. La logique ici, c'est que selon le gouvernement, les M23 ou les Rwandais qui soutiennent les M23 veulent renverser les pouvoirs, amener un nouvel ordre politique. La question, elle est essentiellement sécuritaire. Souvenez-vous, à Goma, les jours où les M23 sont entrés, il y a eu plus de 10 000 morts. Moi, j'ai eu la chance d'avoir certaines vidéos qui ne sont pas mises ici à la place publique, mais c'était trop fort. Des exécutions sommaires. C'était trop fort. Et
Et ces parties être occupées, on tire, on viole chaque jour. Nous sommes en contact avec les gens qui sont à Bukavu. Chaque jour, on viole, on tire. Il n'y a plus la loi. Si vous avez des problèmes avec, même pour 5000 francs, on peut venir te tuer par ces idiots rwandais. Et des informations dignes des fois. Il faut état que c'est Joseph Kabila qui est le commandant en charge des opérations. Je pense être lourd de charge de les dire les informations que j'ai. Alors, du point de vue sécuritaire, déjà, c'est un grand problème. Mais du point de vue politique, c'est que vous êtes en face de quelqu'un qui a géré le pays pendant plus de 18 ans. Okay. Un ancien président de la République, c'est-à-dire il connaît les rouages. Mais il n'a pas... Non, ses intentions sont claires, il veut revenir au pouvoir. Mais de quelle manière? C'est ça la plus grande question. De quelle manière? Lorsqu'il dit, il fait une déclaration, que je vais rentrer, mais dans la partie orientale, un de ses collaborateurs précise qu'il y a Goma. Vous connaissez, vous êtes journaliste, la RIMER, c'est la sœur jumelle de l'information. Ce n'est pas seulement, mais plusieurs radios, plusieurs ont confirmé l'information. Et les informations que j'ai, il était effectivement à Goma. Il était effectivement à Goma. Qu'est-ce que le gouvernement devait faire? Est-ce qu'il est allé apporter un soutien? Est-ce que le fait pour lui de se rendre à Goma est une infraction? Je dis non. Okay. Mais le gouvernement a des informations. N'oubliez pas que le gouvernement a des services de renseignement. Qui sont déjà qui sont en interne comme à l'externe. Dans nos ambassades, nous avons des services. Les gens qui ont fait fuiter l'information selon laquelle, bon, c'est pas bien de le dire, c'est pas bien de le dire, mais nous avons une ambassade qui travaille à Kampala. Bon, comprenez quand même que nous avons eu des informations qu'il était là. Et pardon, au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a pris une décision politique et administrative. Ce n'est pas une décision judiciaire. Okay. C'est une décision politique et administrative. Pourquoi? Selon le gouvernement, les informations que le gouvernement possède, il pourrait, ici j'utilise le conditionnel, que c'est Joseph Kabila qui finance ou qui financerait la rébellion. Alors, comment couper cette source de financement? Vous savez combien Kingakati génère par jour, ou par semaine, par mois? Moi, je déconseille déjà aux Congolais d'aller à Kingakati. Mais, regardez, c'est des millions. Mais dans quel état Joseph Kabila avait-il lui laissé permettez-moi de chiter. Permettez-moi de chiter. On revient. En droit gouvernemental, il y a un principe de salus populi suprême, Alex. Le salut du peuple est la loi suprême. Et donc, les gouvernants, lorsqu'ils se retrouvent dans ces cas, ils peuvent même se permettre de violer les droits fondamentaux des citoyens pour l'essentiel ici de préserver la paix, la tranquillité du plus grand nombre. Et donc, si les gens veulent faire un débat judiciaire, ils se trompent malheureusement. En politique, où la gestion de l'État, ce n'est pas seulement les droits. Il y a plusieurs paramètres entre la danse, notamment la sécurité, et les gens qui pensent à un débat de droit, pardon, un débat judiciaire, je les renvoie, je leur demande par quelle, s'ils peuvent nous dire quelle est cette loi-là qui autorise, par exemple, les États-Unis d'Amérique d'aller tuer des terroristes dans leur propre pays. Cette loi-là s'appelle comment? Mais c'est au nom pour les États-Unis d'Amérique, comme c'est une menace à la sécurité intérieure des États-Unis, ils peuvent aller faire ce qu'on appelle la légitime défense préventive. Et donc, ce sont des notions qu'on va développer. Beaucoup. Je crois que je vais... À vous également, vous avez suffi, Maître Yannick, à soulever d'abord sur le plan sécuritaire, politique, ainsi que la décision administrative non judiciaire. Allez-y, Maître, votre analyse par rapport à ces débats autour le vrai faux retour de Kabila à Goma. Alors, tous nous savons dans quel état... Vous avez également 4 minutes. Hein. Merci beaucoup, je vais respecter le timing. Tous nous savons dans quel état ou encore dans quelles circonstances nos compatriotes de l'Est du pays, notamment Goma et Bukavu, passent leur journée. Il n'y a pas un seul jour où les gens se réveillent jusqu'à arriver le soir ou encore la nuit, qu'il n'y ait pas de tueries. Le rebelle du M23, AFC le Rwandais, tue le Congolais matin, midi, soir. Et il y a un Kafarnaoum qui ne dit pas son nom à Goma. Il n'y a pas de l'ordre. Ça veut dire qu'ils ont instauré le désordre pensant qu'ils sont venus pour libérer.
Ils ont asphyxié le peuple, pensant qu'ils sont libérateurs. Aujourd'hui, le peuple de l'Est de la RDC, il se promène envahi de la peur. Ils n'arrivent pas à vaquer librement leurs préoccupations. Ça veut dire qu'un garçon ou encore un homme peut sortir de chez lui, mais il ne sait pas s'il va rentrer en paix, ou il y aura crépitement des balles, ou certainement on va tuer des gens autour de lui, ou également lui-même aussi peut partir. Ça veut dire que l'ancien président de la République, qui a fait plus de 18 ans comme président de ce pays, devrait en principe être un vrai exemple. Parce que nous voyons de l'autre côté M. Tshisekedi, qui a la volonté d'être en bon terme avec l'ex-président de la République, avec tous les avantages que lui donne les statuts portant de statut des anciens chefs de l'État. Mais Kabila n'a pas compris tout cela, mais il s'est décidé de s'aligner au M23 et l'AFC. Et lorsque le président Tshisekedi disait que l'AFC c'est lui, tous nous l'avons condamné à tort, mais en oubliant qu'il est la seule et l'unique personne le mieux placée pour recevoir les informations qui concernent la République. Vous avez de l'autre côté M. Steve Wemby, qui est le patron de la presse de l'AFC M23, qui annonce avec fierté l'arrivée de M. Kabila à Goma. Vous avez Mme Binichi Kapinga, qui sont les journalistes phares du FCC ou encore si je disais du M23, ce serait peut-être les accusés, mais qui sont des gens phares de Kabila. Steve Wemby annonce le vendredi avec fierté. Il y a des cadres du PPRD qui ont qualifié la présence de... Ils les ont dit. De Kabila Goma, il est ambassadeur, il est ceci, mais au moment où... Alors, ces gens doivent savoir s'assumer. Ils ont pavané, dit, écoutez, les fils de l'homme ont foulé ses pieds à Goma, le fils de l'homme est arrivé, le Congolais attendait l'arrivée du fils de l'homme, le libérateur est venu. Bon, l'État ou encore la République a pris ses responsabilités à main pour sanctionner, parce que déjà la République a des informations, n'oublions pas. La République avait déjà des informations que c'est Kabila qui est derrière l'AFC et Nangane Camerounette que Kabila est en train d'utiliser pour légitimer l'affaire de l'AFC M23. Et donc, la République, dans sa responsabilité ou encore dans sa mission de protéger sa population et leurs biens, la République a pris des décisions très fortes, sanctionnant M. Kabila et ordonnant la saisie de biens mobiliers et immobiliers de Kabila. Et là, ils reviennent pour dire, écoutez, Kabila n'est pas à Goma. Vous blaguez avec qui? La République? La population? Non plus. Vous devez vous assumer. Soyez fiers, tel que vous l'avez annoncé le vendredi, que le fils de l'homme a foulé ses pieds à Goma. Mais dites aussi que le fils de l'homme a perdu ses biens mobiliers et immobiliers, comme vous l'avez dit la fois passée. Et maintenant, vous nous demandez, nous, de prouver avec la vidéo où il était, alors que c'était vous-même qui nous avez informés. Ce n'est pas n'importe qui avait informé. C'était Steve Wemby. Et Wemby est parmi là où encore le tout premier proche de Joseph Kabila, également du FC. Parce que si aujourd'hui vous entrez sur X, vous allez voir que Wemby est toujours à Goma et il fait des reportages chaque nuit dans des boîtes de nuit et la journée il le fait aussi avec la population. Et lui sélectionne surtout des gens qui disent du bien, hein, parce qu'ils ont peur déjà. C'est une population qui vit déjà sous menace, un peu, hein, c'est mental. Et il fait des interviews chaque jour. Moi, je vis le mercredi où lui-même était dans l'avion. Il a publié avec fierté qu'il était déjà en route. C'était sa deuxième fois. Et lorsque la République prend ses responsabilités, papa, assumons-nous. Kabila n'est pas un dieu. Il est humain. On demande aux médias de s'excuser pour avoir donné des fausses informations. Mais s'excuser pourquoi? Parce que Wemby, s'il faut que le média s'excuse, Wemby devrait s'excuser si c'est là il faut. Et donc, aujourd'hui, en République du Congo, nous devons savoir que le législateur a organisé le mode d'accession au pouvoir. Notamment lorsque vous lisez l'article 70 de la Constitution, on vous dira comment on peut devenir président en RDC. Et donc, le mode de la prise de pouvoir par les armes, c'est un mode que qualifie le doyen Oriou ou encore le doyen Jos Lavron de mode voyou. Et donc, s'il veut être président de la République, qu'il choisisse encore quelqu'un. On peut pas dire, il n'y a pas de Kabila qui est comme le plus intelligent, le plus compétent. Il y a des Chadars qui sont là, il y a des... Ils peuvent aussi également devenir présence supposée. Maître, vous avez également 4 minutes. Votre analyse sur ces débats?
Oui, merci beaucoup. Un débat intéressant. Mais d'abord, lorsque je parlais des matates, je me plaçais dans le cas du principe de cristallisation des faits qui démontre qu'on ne poursuit pas ou on ne poursuivait pas un parlementaire, mais plutôt un ancien Premier ministre. Parce qu'un parlementaire, pour le poursuivre, il y a une procédure et il faut qu'il soit poursuivi pour des actes posés en tant que parlementaire, pas en tant qu'autre chose. Cela étant, c'est une question très sérieuse et moi, parfois, j'ai du mal à aborder ces débats parce que j'en souffre dans ma chair. On parle de la sûreté nationale, on parle de la sécurité de cette nation qui nous a été léguée par des gens qui se sont sacrifiés pour qu'on soit là où nous sommes aujourd'hui. Et pour moi, la première des choses, c'est que la sécurité du pays, c'est la ligne rouge. C'est au fait l'interdit, les sacrés auquel personne, qui qu'il soit, ou qui qu'elle soit plutôt, ne peut et ne doit impunément toucher. Et donc, cela étant, je voudrais aussi relever que il faut voir la source de la chose. Ici, nous sommes et c'est comme si avec cette information de Joseph Kabila, le Rwanda est en train de vouloir un peu distraire l'opinion sur son agression sur notre territoire. Parce que ceux qui occupent des territoires en RDC, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais et on les a vus encore les colonnes entrer. Mais sur les cas de Joseph Kabila, moi je pense que le président de la République est parmi les premières personnes qui a dit ou qui ont dit que voilà, le président honoraire Kabila était en lien avec la rébellion. Mais ici, je voudrais encore une fois nous rappeler les exigences du droit. Lorsque vous avez ces informations, alors donnez-le à qui des droits pour commencer à poser des actes qui sont requis. S'il y a des informations sur la collusion du président honoraire Kabila, il fallait donner ces informations à la justice et on connaît la procédure judiciaire pour engager des actions judiciaires à l'égard d'un ancien président de la République, parce que ce ne sont pas des individus, des personnes qui condamnent quelqu'un pour dire voilà nous avons... Non, ça doit être les décisions des institutions habilitées, pas n'importe quelles institutions, et qui agissent en connaissance de cause. À mon humble avis, le président de la République ferait mieux de transmettre ces informations, notamment à la Cour constitutionnelle, au parquet près à la Cour constitutionnelle, pour voir comment, et au lieu de... parce que si on les dit, bon, après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que s'il y a des actes qui sont posés, il y a des conséquences qui doivent suivre. Et dans les cas d'espèce, il faut que la procédure judiciaire puisse clarifier tout cela. Et cela me conduit aussi à interpeller le CESAC. Le CESAC, parce qu'aujourd'hui, la tollée résulte du domaine des médias. Okay. Parce que j'aurais voulu que le CESAC, en tout cas son président qui est actif, convoque RFI, en tout cas qui est encore un média officiellement accrédité dans notre pays, parce que il semble que parmi ceux qui ont diffusé l'information sur l'arrivée de Joseph Kabila à Goma, il y a notamment RFI. Pourquoi j'interpelle le CESAC? Parce que on ne doit pas agir sur des suppositions et des supputations. Je vous rappelle un cas qui est arrivé dans l'histoire de l'Afrique, notamment au Tchad. Vous savez que le renversement de l'ancien président, j'oublie son nom, par le feu président Idriss Déby, en tout cas avant Idriss Déby, le président tchadien qui était là, avant son renversement, il a été renversé à travers une information donnée par notamment les médias français, disant que voilà, les rebelles, parce que le président Déby était à la tête d'un mouvement rebelle, était à la porte d'Indiamena, la capitale du Tchad, alors qu'ils étaient à plusieurs kilomètres. Et lorsque
la garde du président, comment il s'appelle encore? Il a été jugé dernièrement à Dakar, au Sénégal. Lorsque sa garde a... Hissène Habré. Lorsque la garde d'Habré a compris qu'ils étaient pris au piège et ils étaient en débandade, et ça a ouvert le boulevard pour la rébellion de prendre le pouvoir. C'est comme ça que Habré a été renversé. Et donc, les médias peuvent vous donner des fausses informations pour créer la panique et créer une psychose et parfois vous prendre au dépourvu. Voilà pourquoi il y a une information de la guerre. Il y a une manière de gérer les informations pendant la guerre. Ce n'est pas de n'importe quelle manière où vous allez jeter des choses comme ça pour dire que voilà, nous avons vu Joseph Kabila à Goma. En tout cas, moi je n'ai pas vu quelque chose qui atteste qu'il était là. Et même la question de Steve Wemby, si on sait que Steve Wemby est dans une logique, dans une dynamique que je ne vais pas ici qualifier, mais donc on connaît les intentions que Steve Wemby est en tout cas en opposition avec le régime de Kinshasa, et il ne peut pas dire des bonnes choses pour le régime de Kinshasa, et tout ce qui peut faire en sorte que ça déstabilise le régime de Kinshasa sont les bienvenus, même des fausses informations. Okay. Et dans ces cas, j'interpelle notre gouvernement parce que, oui, je suis en train de jeter pour dire que nous avons eu des communiqués, encore que là, ce ne sont pas des actes administratifs. Les communiqués sont des modes de publication ou de publicité des actes administratifs. Je viens de relire encore ces communiqués-là. Il n'y a aucune décision parce que le ministre a juste par voie d'arrêt. D'arrêter plutôt. Et donc, là-dedans, dans ces communiqués, il n'y a aucune décision administrative sous forme d'arrêt dont il est fait référence, et on fait des choses à travers des communiqués. Pour moi, il n'y a pas eu de communiqués, et si j'étais dans les conseils du PPRD où il n'y a jamais eu de décision, parce que s'il y avait des décisions, on pouvait, ils posent grief, on pouvait les attaquer devant le juge administratif, mais dans ces cas, vous n'allez pas attaquer un communiqué. C'est une décision, c'est un acte décisoire qu'il faut attaquer. Et ici, pour les communiqués, il n'y a pas de décision. Mais aussi, dans ces cas-là, les communiqués, on ne peut pas agir dans l'émotion. Lorsqu'on gère l'État, on doit être dépassionné. Et aujourd'hui, on voit que c'est vraiment la légèreté qui a conduit à cela, et la passion, l'état d'âme. Non, avec les institutions, on n'agit pas dans les états d'âme. Il fallait attendre, voir que Joseph Kabila sortir. On avait dit qu'il allait faire le discours, entendre son discours et avoir des faits irréfutables qui pouvaient justifier la prise de décisions administratives et même l'engagement des décisions. Qu'est-ce qu'on fait? En termes de prévention, vous agissez sur base des faits. Okay. Et non sur base de supputation. Vous ne pouvez pas. Le président de la République avait dit à l'époque. Oui, le président. Voilà pourquoi j'ai commencé par que le président de la République, l'ayant dit, n'étant pas la justice, devrait transformer les informations au pouvoir judiciaire. La seule institution. On a l'impression qu'on a perdu le temps. Oui, on a perdu le temps et on est en train de se fourvoyer. Et ça affaiblit l'action du gouvernement sur la question, parce que on voit que l'action a été vraiment prise sous la légère. Maître, vous avez 3 minutes. La conséquence de tout ça, la présence, oui ou non, de Kabila, Maître a évoqué donc la démarche, que le Rwanda aujourd'hui se sent maintenant à l'aise. Pourquoi? Parce que le débat devient congolais. Non, le Rwanda ne peut pas se sentir avec tout esprit éveillé, c'est parce que depuis 1997, le Rwanda, c'est le Rwanda qui a créé l'AFDEL. Mais pour légitimer, il utilise des Congolais. C'était le cas avec l'AFDEL. Je l'ai dit ici sur une interprétation. Beaucoup de Congolais ne savent pas comment Joseph avait été devenu président de l'RDC en 2001. C'était sur décision de 4 personnalités politiques étrangères, dont James Kabarebe. Les gens qui connaissent l'histoire savent. Joseph Kabila n'a jamais été désigné par des Congolais. Mais pourquoi on l'avait désigné à l'époque, en 2001, par des Rwandais? Je prends la lourde charge de les dire. Kagame. De la présidence à la rébellion,
Comment vous comprenez ça? D'abord en Afrique, d'abord. Pas seulement de la présidence, de la rébellion à la présidence, de la présidence à la rébellion. Il faut le dire comme ça. Okay. Alors, regardez, les gens qui cherchent les preuves, je crois que au moment opportun, il est vrai. Mais on tire à Goma. Joseph Kabila fait sa première sortie médiatique. Il dit toute honte que le M23 c'est une aspiration du Congolais. Vous en êtes fiers. C'est un soutien tacite. Plus pire encore, il n'a jamais condamné l'agression rwandaise. Vous, les Américains qui ne sont même pas des Congolais, condamnent l'agression. Les Français, vous, ancien président de la République. Il a dit aussi, le problème c'est Félix Tshisekedi, la solution c'est Félix Tshisekedi. C'est malheureux lorsqu'il dit ça. Alors que lui, il était président de la République, il aurait, semble-t-il, combattu les mêmes M23. Okay. Mais regardez, plus grave, Joseph Kabila est cruel, à la limite sadique. Il n'a même pas présenté les condoléances, il n'a même pas compati avec les populations de Goma. Tout ce qu'il sait, c'est défendre les M23, c'est défendre Nanga, c'est défendre les autres. Mais il y a un très proche collaborateur de Nanga, arrêté dans les services de sécurité. Il a dit clairement que c'est lui qui prend les contacts militaire au nom et pour le compte de l'AFC, c'est Joseph Kabila. Vous voulez comprendre? Au jour d'aujourd'hui, les schémas, c'est Sassou Nguesso Lissouba. Vous connaissez l'histoire. Et nous ne pouvons pas les laisser passer. Moi, ce n'est pas parce que je suis pro-Tshisekedi. Moi, c'est la paix. Chers amis, nos frères, notre parti est très bien implanté à Goma. Notre président national est là-bas. Notre président interfédéral est à Goma. S'il vous dit, il vous décrit les calvaires que les gens vivent. C'est inacceptable. Vous ne pouvez même pas parler à un militaire rwandais. Une petite discussion, il te tue comme ça, à bout portant. Une petite discussion. Pour un 500 francs. Alors, mon ami a dit on devait transférer l'affaire à la justice. Il est avocat comme moi. Il est avocat comme moi. Il sait que la justice a son temps. Mais ici, il faut rester sur l'aspect sécuritaire. Il a insisté sur la sécurité. Mais il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas... Il faut maintenant rester sur cet aspect sécuritaire où vous avez un groupe rebelle, un groupe d'agression, un groupe de terroristes qui veulent renverser les institutions légitimes. Et vous faites quoi? Il faut prendre des décisions préventives fortes. Okay. Et je crois, mais mon ami a pris plus de temps. Vous êtes en train de me poser des parties. Je crois que Kabila est très touché. Voilà pourquoi vous constatez ces silences, ces revirements à 90 degrés. Mais je crois que le gouvernement a bien réfléchi. Couper la source de financement. Parce qu'il a beaucoup de biens ici. Si ça ne va plus, cette histoire va terminer. Mais regardez, qu'est-ce que le Rwanda fait? Le Rwanda donne l'armement, donne les troupes. Kabila vient avec les moyens. C'est clair. C'est clair. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté comme on l'a dit, on est en train de discuter aujourd'hui. Non, le Rwanda donne les troupes, les moyens. Quand on vous dit par exemple qu'il y a des missiles anti-solaires, Kabila n'a pas. Au Congo, il n'a jamais acheté cela. C'est Kagame qui les donne. Mais les moyens, les paiements, j'apprends au jour d'aujourd'hui, ça va faire maintenant 2 mois ou même 3 mois que les militaires rwandais qui sont ici ne sont pas payés. Ils commencent à revendiquer de l'argent. Il faut couper ces sources de financement pour moi. Je comprends. Ce n'est pas une décision judiciaire. Ce n'est pas une décision de justice. Mais au moins, couper ces sources de financement, moi je me réjouis. Alors, moi je consomme mal. La conséquence de tout ce qu'il y a comme problème aujourd'hui, présence oui ou non, la décision du gouvernement, jusqu'où ira Félix Tshisekedi, où ira le pouvoir de Kinshasa. Je consomme mal les gens qui condamnent aujourd'hui le gouvernement parce que le gouvernement a pris des décisions fortes sur la présence ou on a vu l'ODEP qui a exigé la levée de tout ce qu'il y a comme mesure par rapport au parti cher à Joseph Kabila. Vous oubliez qu'en 2013, le ministre de l'Intérieur à l'époque qui avait retiré le parti de Roger Lumbala, justement parce que Roger Lumbala
était en brousse avec les autres rebelles. Il y a des procédures, non? Joseph Kabila n'est pas n'importe qui. C'est cela veut dire quoi? Est-ce qu'il est parmi de la rigueur de la loi? Privé, vous avez suivi Hervé Daquet, c'est celui d'ensemble qui a dit non, ne pouvez pas. Mon cher, en quoi est-ce que sa vie est plus importante que celle d'une personne morte à Goma? Merci. Allez-y. Alors, comme je le disais, il a la même vie que vous et moi. Comme je le disais, moi je conçois mal qu'aujourd'hui les gens acclament ce qui fait Kabila, en oubliant que ceux qui sont à Goma ont la même valeur avec les Congolais qui est Kinshasa. Nous avons tous la même valeur. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Ce n'est pas pour un seul individu que nous allons justement accepter de sacrifier toute une litanie de la population. Non. On doit d'abord préserver nos vies. Nous devons nous sauver entre nous-mêmes. Prenons-nous en charge. Le mauvais, nous devons l'exposer à la rigueur de la loi. Notamment Joseph Kabila aujourd'hui, qui, c'est clair, c'est noir sur blanc que Joseph Kabila aujourd'hui ne veut pas de la paix. Joseph Kabila aujourd'hui veut rentrer au pouvoir comme il était venu. Ça veut dire quelqu'un... l'a dit, la démarche... Également, ça veut dire... Oui. Mais c'est ça leur vision, ils le disent clairement. C'est la conclusion de leur rébellion, ils le disent clairement. Ils veulent. Et les institutions doivent également prendre des mesures. Mais exactement. Mais parce que ne pas le faire, c'est un signe de pardon. Ne pas le faire, c'est une complicité. On veut vous renverser, il faut prendre des mesures. Mais parce que l'État est organisé, parce que l'État a toutes les mesures possibles pour sauver sa population, on doit prendre des mesures fortes contre les personnes qui veulent déstabiliser la République. Parce que, écoutez, aujourd'hui à Goma, tout est déstabilisé, il n'y a plus de l'ordre. Ça veut dire que si aujourd'hui l'État néglige ou encore prend à la légère tout ce qui se passe à Goma, ces gens avanceront et nous allons subir la même conséquence avec ceux qui sont dans la RDC, mais aussi nous sommes en train de lutter. Peut-être, qui sait. On oublie pas avec les autres ovations en étant ignorants, ils oublient que si ces gens arrivent ici, le même sort qu'a subi nos compatriotes à Goma, ce sera la même chose que nous allons subir. Nos mamans seront violées. Nos mamans seront violées. Par exemple, nos filles également. Nos femmes également. Nous serons aussi tués. Les Rwandais ne font que... Ça veut dire que nous serons aussi tués. On te connaît. S'ils viennent gérer la première impact. Les gens doivent savoir qu'ici à Kinshasa, si ces gens-là arrivent, on va oublier. Nous allons subir la même conséquence. Ça veut dire que nous allons perdre nos femmes, nous allons perdre nos soeurs, y compris nous-mêmes. Mais pour mieux barricader la route, laissons l'État agir dans sa responsabilité. Qu'on sanctionne tout le monde, y compris Kabila et tous ses pantins. Et donc, il n'y a pas lieu de condamner la République. C'est un message aussi pour les gens du PPRD. Vous, les gens qui sont au PPRD, il n'y a pas que Joseph Kabila qui est plus intelligent que vous. Vous avez plein de professeurs, plein d'avocats au sein du PPRD. Vous avez un parti politique constitué plein d'avocats. Mais lorsque vous vous réduisez en boucle, vous vous réduisez en mouton pour acclamer Joseph Kabila lui-même, moi ça me fait mal. Vous êtes des avocats, des professeurs. Merci. Mais tous vous éventionnez pour Kabila. Lorsqu'il parle, vous vous taisez. Lorsqu'il dit que vous vous taisez. Mais écoutez, vous êtes intelligent, vous êtes assez intelligent, vous êtes assez mature. Battez-vous. Kabila a déjà fait son temps, il est déjà passé, il veut rentrer dans la rébellion, mais c'est là qu'il va retrouver son sort. Maître, dans une minute, on a parlé de Matata Ponyo, on a parlé de Joseph Kabila, on retient quoi de manière ramassée? Oui, de manière ramassée, Matata est poursuivable devant la Cour constitutionnelle, sauf que la composition actuelle de la Cour constitutionnelle n'est pas régulière pour connaître son cas. Deuxièmement, sur la question de Joseph Kabila, la question doit être dépassionnée et il faut savoir aussi dans quelle ligne on se trouve. Si la ligne ou la politique gouvernementale est la défense du territoire et la récupération des territoires, on sait l'instrument qu'il faut utiliser, c'est l'armée et les forces de sécurité qui doivent combattre contre les agresseurs et leurs complices pour récupérer les territoires. Par contre, en ce qui concerne les décisions prises sur PPRD, sur Joseph Kabila, je pense que il y a une dose de passion qui a conduit à ces décisions-là, parce que d'abord, en ce qui concerne le PPRD, en tant qu'organisation, en tant que groupe moral politique,
en tout cas, je ne l'ai pas encore entendu dire qu'ils sont dans une logique de la rébellion. Mais dans tout état de cause, s'il y a des éléments d'enquête au niveau des services de sécurité qui mettent en cause le PPRD en tant qu'organisation politique, en tant qu'organe moral, et non les individus, y compris son président, en tout cas, il faut le mettre à la disposition de la justice, mais aussi la question de la gestion de l'information pendant cet état de guerre est une question très très importante. Voilà pourquoi je rappelle le CESAC de pouvoir en tout cas convoquer les uns et les autres qui ont en tout cas les droits de diffuser des choses dans l'opinion, de savoir ce qu'ils disent, et avec les éléments, sinon une petite information peut embraser le pays et on peut arriver à un chaos. Merci Maître Martin. Maître Yannick, des manières ramassées, Matata Pogno, Joseph Kabila. Bon, j'ai pitié pour Matata. J'ai vraiment pitié pour lui. Je ne sais pas s'il comprend ce qu'il est en train de faire. Okay. Il s'agit de sa liberté. Il ne doit pas le prendre à la légèreté. Et ça, c'est le plus grand problème que nous avons, nous, praticiens des droits, lorsque vous défendez un politique. Au lieu d'écouter les conseils des techniciens, lui, il fait ce qu'il veut. Et je suis sûr que ce n'est pas les conseils des avocats. Okay. C'est lui qui a dit aux avocats ce qu'il doit faire. Ça, c'est les hommes politiques congolais se comportent comme ça. Ils pensent que parler un bon français, ça les droits. Et c'est malgré. C'est malgré pour eux. Je crois qu'il sera condamné par défaut. Il pégera sa peine. Nemo du tout peuple, même soit à élégance. Ni ne peut se prévaloir de sa propre activité. Je chute. La sécurité prime sur toute chose. La sécurité prend en état la politique et les droits. Et donc, cette crise de sécurité doit être traitée avec beaucoup de sérieux possible. Joseph Kabila, ce n'est même pas à démontrer. Il est, en fait, c'est lui l'AFC. Cette logique ne peut pas être soutenue par les Congolais. Nous voulons la paix. Tu sais qu'elle dit, allez, c'est l'actuel président de la République, il passera. Il va faire ses 2 mandats bientôt. On aura peut-être besoin demain. Ça peut être vous ou mon confrère. C'est comme ça. Tout celui qui viendra. Moi, je l'ai dit, même si tu sais que demain après demain, il quitte le pouvoir, il va revenir par la voie des armes. Moi, je vais le combattre. Parce que nous connaissons. Vous savez, moi, je suis avec Bitakoui. Je chute par là. Je suis avec le président Bitakoui. Bitakoui a perdu tous les membres de sa famille. Tout. C'est-à-dire, on a tué son père, sa mère, ses frères et sœurs, à cause de ces histoires de la guerre. Et il n'aime pas en parler. Il ne m'a jamais demandé de les dire. Mais aujourd'hui, il se retrouve sans frère, c'est-à-dire même père, même mère, il n'y en a pas. Il a un cousin à cause de cette guerre. C'est comme ça qu'il est la bête noire de Kagame. Et nous devons résister contre ces histoires. Merci. Mais c'est fait. Maître Joël, on retient quoi? Alors, comme message de la fin, j'exhorte également le gouvernement à prendre des mesures sur la relance effective de l'AMIBA. Moi, je n'ai pas toujours de l'AMIBA. Donc, le chef du gouvernement et les ministres des Finances, parce que le chef de l'État avait déjà donné une promesse à la population du Kasaï oriental pour la relance de l'AMIBA, également pour la construction de la route Kalama-Bougie, que le gouvernement puisse se mettre au travail et que la relance de l'AMIBA ne soit pas une fiction ni encore un rêve qu'il vende à la population du Kasaï, mais que cela soit une réalité afin d'éviter l'exode rural. Merci. Merci Maître Martin Milolo, merci Maître Yannick, merci. Maître Joël, à la grande équipe technique, Kim Mbombo Marthe, Bestel Kitoko, Omo Elikia. Retrouvez Dan Zinc demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis au revoir.